Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, on est pas mal gâtés en termes de news là en ce moment. Ça va, ça bouge, ouais, c'est vrai. Il y a un mois ou deux, on était en mode, il y a pas beaucoup de choses à dire, pas grand chose et tout, et là, ça va. Bah, le dernier épisode, il était assez compact, quoi. On a fait pas mal de épisode. trucs, et là, voilà, et là, on se retrouve pour d'autres news, et c'est vrai que là, on a pas mal de trucs, surtout que la Howard season est finie. Voilà, c'est la fin des cérémonies. On a suivi, nous, on a fait nos petits pronostics. Voilà, on va parler des Oscars. Voilà, c'est le gros truc. Bah voilà, on a fait nos pronostics. On a regardé la cérémonie. Avec Issa. Qu'est-ce que t'as pensé de la cérémonie au global en termes d'entertainment? La cérémonie était sympa, en vrai. Sur le coup, Conan O'Brien, il était marrant. C'était plutôt réussi. C'était chouette. Ça va? Ouais, c'était pas tu vois, il y a des hosts, des fois, ils sont un peu, voilà. Et là, franchement, c'est vrai qu'on a plutôt rigolé. Ouais. Même si, voilà, faut parler de Disney Plus 2 secondes. Oui. Disney Plus qui ne met pas, qui te force à avoir un doublage français par-dessus les blagues des Américains. Enfin, c'est insupportable. Faut pas faire ça. J'ai vu des gens se plaindre sur Twitter et franchement, c'était horrible. Voilà. Mais on a trouvé des moyens voilà, je sais pas comment, mais on a trouvé un moyen d'enlever. Voilà, dont on va pas dire, mais d'enlever le doublage. Et voilà, du coup, on a suivi les Oscars. Et qu'est-ce qui s'est passé aux Oscars? Et bah, il y a un gagnant clair, puisqu'il y a un gagnant qui a gagné toutes les plus grosses catégories, mais c'est quand même assez partagé. Donc c'est Anora, voilà, le grand gagnant qui a gagné meilleur montage, meilleur film, meilleure actrice pour Make et Madison, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Donc voilà, il y a eu 4 Oscars décernés à Sean Baker, le réalisateur, puisque c'est lui qui fait le montage, qui a écrit le scénario, tout ça. Donc voilà, c'est une première dans l'histoire. Et sinon on a eu 2 brutalistes qui a eu 3 Oscars, Wicked 2 Oscars, Dune 2 Oscars, Emilia Pérez 2 Oscars. Et voilà, après il y en a eu pas mal qui ont eu un Oscar. On avait fait des pronos. Toi et moi, oui. Issa. Je m'en sortais bien. Moi, jusqu'à pas mal, j'avais genre une erreur jusqu'à la fin, là où vraiment tout s'est effondré au moment où Anora a tout renflé. Moi, je pensais que ça allait être 2 brutalistes à la fin qu'elle allait gagner meilleur réal, meilleur film et tout. Et au final, j'ai eu 14 bons pronostics sur les 19 catégories dans lesquelles j'avais fait des pronos. Donc c'est pas dégueu, mais bon voilà, c'est un peu déçu sur la fin parce que l'année dernière j'avais fait un sweep, hein, j'avais eu une faute, je crois. Ouais, c'est ça. Une faute, donc j'étais plutôt content. Là, c'était plus c'était plus disparate. Pour le coup, on notera Flo qui a gagné meilleur film d'animation. Donc voilà, c'est la première fois dans l'histoire que pendant 3 années consécutives, Disney ne remporte pas d'Oscar du meilleur film d'animation. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand même que Flo a gagné. Même si moi je préférais Mémoire d'un escargot, j'avais trouvé incroyable. Mm-hmm. Flo quand même, ça fait du bien de voir un film qui n'est pas américain, voilà, et qui est pas un film d'animation traditionnel où il y a pas de dialogue, etc. Et puis qui fait avec 3 millions, je crois. Enfin, c'est très. Ouais, même pas. Ouais, c'est un très bas budget. Hein. C'est ça. Le film était fait entièrement sous Blender. Voilà, c'est un outil de travail qui permet de faire de l'animation, voilà. Et c'était plutôt cool. Mais globalement, est-ce qu'on est déçu, est-ce qu'on est heureux, Ista, de ces résultats? On est, comment dire, on est content qu'Emilia Pérez a pas tout raflé sur le coup. Parce qu'Emilia Pérez était quand même le grand favori avec 14 nominations et il sort qu'avec 2 prix. Donc je pense que l'histoire d'études de Carla Sofia Gascon, ça a fait beaucoup de mal au film, hein, sur le coup. C'est ça, parce qu'il y a eu une grosse polémique sur Carla Sofia Gascon au moment des awards, qui a eu pas mal de tweets offensants sur en fait sur tout le monde en fait. Tu choisis quelqu'un et elle a forcément dit des tweets offensants dessus, enfin insultants. Et voilà, ça s'est répertorié ici, clairement, quoi, je pense. Exactement, donc sur ça on est content, mais après on trouve que c'est très, moi je dirais que c'est très c'est sans risque, quoi. Nora est un film sympa, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. De toute façon, je trouve que les Oscars pour moi représentent l'année 2024 au cinéma que je trouve un peu faible personnellement par rapport à l'année d'avant, quoi. Ok, après faut pas prendre les trucs, les cérémonies au sérieux. Moi, on aime bien ça parce que c'est amusant et tout, mais voilà, les Oscars, c'est
Hollywood qui s'attribue des prix, quoi. Faut pas c'est un peu ça. voilà, faut pas se détourner de ce truc-là, quoi. Anora, moi aussi j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que quand tu regardes l'année, tu te dis que le truc a eu Palme d'Or. Là, c'est les Oscars et tout. Est-ce que c'est le film de l'année? Je trouve pas, quoi, tu vois. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des films, bon, moi, je suis un peu en désaccord avec toi, dans le sens où j'ai vu des films vraiment formidables cette année. Bon, ils sont pas aux Oscars. Il y en a beaucoup qui sont pas aux Oscars, voilà, c'est pas forcément des films américains. Voilà. Mais après, c'est juste que quand je regarde l'année d'avant, je me dis quand même, Oui. Bon, en tout cas, il y avait une meilleure sélection aux Oscars. voilà, c'est ça. Alors que cette année, bon, c'est très faible. La sélection aux Oscars, je la trouve mauvaise. C'est juste que l'année, moi, je l'ai pas trouvée aussi mauvaise que ça. Mais c'est vrai que la sélection aux Oscars, bon, voilà, il y a pas beaucoup de films que j'ai aimé. Voilà, Anora, j'ai bien aimé. Brutaliste, je trouve pas du tout que c'est le chef-d'œuvre, tout ça. Et puis, bon, Wicked, Emilia Pérez, tout ça. Enfin, bon, je suis pas. Moi, il y avait que De Substance que j'ai vraiment, enfin, nous, on a vraiment adoré. Oui. Et qui, malheureusement, n'a pas eu meilleure actrice. Où là, vraiment, je me suis dit, bon, là, avec l'histoire et tout, ils vont le donner à Demi Moore. Et finalement, pas du tout. Ils ont donné à Mickey Madison, donc j'étais un peu déçu. Pas qu'elle joue mal, Mickey Madison elle joue très bien, voilà. Et j'ai vu des gens là déjà être vénères sur Mickey Madison et voilà, ils en font peut-être un peu trop. Et même moi, j'étais un peu pas vénère, mais voilà, j'étais en mode bon, c'est dommage pour Demi Moore parce que je trouvais que vraiment Demi Moore c'était vraiment un rôle que à la limite seule une Demi Moore voilà pouvait jouer ça, alors que bon, Mickey Madison elle jouait très bien, voilà, elle démérite pas, mais bon voilà, un peu déçu, surtout qu'Anora a eu tous les gros prix, quoi. C'est-à-dire que non seulement meilleure actrice, mais tu vois meilleure réal, enfin je suis pas sûr que ça méritait meilleure réal, Anora. Enfin je trouve que c'est voilà, c'est une mise en scène très film de Sundance, un cinéma indépendant américain, donc c'est bien fait, hein, j'aime bien Sean Baker, mais voilà, du meilleur réal, enfin bon voilà. Ouais, non, tu vois, moi j'ai vraiment pas aimé ce Brutaliste, mais je le trouve mieux réalisé que Anora, personnellement, tu vois. Oui. Bon, après, j'ai des problèmes avec The Brutalist aussi dans sa mise en scène. Ah bah ça, pour le coup. Mais en tout cas, c'était moins, c'était moins classique chic Sundance que Anora. Mais bon, voilà, il y avait de substances pour moi méritées. Mais bon, on va pas revenir. Oui, mais substance, comme on sait que c'est un film de genre, on se doute déjà, on était surpris que ça soit déjà nommé à la base. C'est complètement. Complètement. Déjà que ça ait gagné, enfin que ça allait aussi loin et Coralie Farja, elle était nommée quand même dans 2 catégories et tout. C'était déjà, voilà, mais bon. C'était l'occasion peut-être de marquer les coups, d'avoir un meilleur scénario ou d'avoir meilleure actrice, d'avoir un truc, quoi. Et c'est vrai qu'elle est repartie avec un prix, le prix du make-up, je crois, meilleur make-up, voilà, pour tous les prosthétiques et tout qu'il y a eu, et c'est mérité, mais bon, on aurait mérité un peu plus pour ce film-là, quoi. Mais bon. Après, on est content que les fraudes comme Conclave et Emilia Pérez n'aient pas reparti avec beaucoup de prix, voilà. Voilà, même s'il y a des gens qui sont pas d'accord, je pense, avec nous, voilà. Non. Et Conclave est bien aimé, hein, quand même, sur Internet. Oui. Des gens qui n'ont pas de goût. Mais sinon, des petites bastos. Ça fait qu'on ait des problèmes. Voilà. Oui, bon, de toute façon, c'est bon. Voilà, c'est nos goûts si vous êtes pas contents. Désolé, voilà, c'est nos goûts. Mais on a aussi remarqué une augmentation du nombre de viewers pour les Oscars qui sont à 19,7 millions de viewers. Donc, il y a une grosse baisse. Depuis 10 ans, il y a une baisse aux Oscars, de façon de viewers. Mais voilà, on va pas se mentir, à la pandémie, c'était compliqué. Là, c'était vraiment la chute sec pour les viewers. Et là, ça augmente petit à petit chaque année, ça réaugmente et tout. Mais bon, c'est assez timide, hein, mais ça augmente un petit peu chaque année. Donc voilà. Et là, il y a encore plus de vues que l'année dernière. Alors que l'année dernière, je trouve qu'il y a une sélection qui donnait plus envie quand même. Bah oui. Je pense que Oppenheimer, tout ça. Donc c'est peut-être signe aussi que les gens seraient, enfin voilà, il y a un réeffervescence du cinéma quand même. C'est-à-dire que même avec une sélection moins bonne et qui, on va dire, suscite moins l'intérêt du grand public, bah ils arrivent à faire plus de vues. Donc peut-être que voilà, ça va grappiller petit à petit. Ouais. Et voilà, mais on n'arrive pas au niveau du avant Covid, quoi, pour le moment, quoi. Non, pour l'instant on n'y est pas. Sinon, un petit mot pour les Césars, où là il y avait quand même pas mal de gens qui pensaient que le Comte de Monte Cristo, l'amour ouf et tout, allait gagner beaucoup de prix. Et finalement non. Le grand gagnant de la cérémonie, c'est Emilia Pérez. Voilà, Emilia Pérez, meilleur réal, meilleur film, et meilleur scénar, je crois. Voilà, Emilia Pérez a gagné pas mal de prix. Bon, voilà, au désarroi de beaucoup. Dans nous aussi, ça, désespéré. Clairement. Mais sinon, on notera quand même quelques assez sursauts. Karim Leclou qui a gagné meilleur acteur. Voilà, c'était pas prêt. Non, on s'attendait pas à ça. Et Afsia Hersi aussi qui gagne meilleure actrice. Donc c'était pas les favoris pour le coup. Mais voilà, moi je suis content parce que c'était les meilleurs dans leur sélection pour moi, clairement. Et Abou Sangari qui a gagné meilleure révélation. Donc on est assez content pour lui, pour le coup. Mais bon, voilà, les Césars, c'était classique César avec tous ces moments gênants pour le coup. Et Emilia Pérez qui gagne. Et nous, bon voilà, on n'était pas si fans de Emilia Pérez et de tous les discours de Jacques Audiard, on n'en pouvait plus. Hein.
Franchement, clair, on n'en peut plus. Il a fait 500 discours, il n'y en avait pas un de bon. Ouais, on n'en peut plus. C'est waouh, c'est compliqué avec les gars. Et son équipe peut pas mieux, hein, surtout ceux qui font les chansons. Putain, le cringe de total, quoi. Ouais, ça, aux Oscars, là, il y a tout le monde qui a pris l'extrait, ils ont mis les 17 secondes les plus longues de ma vie, voilà, quand sa team commence à chanter Emilia Pérez, voilà, bon, ça peut cringer tout le monde, quoi. Mais complètement. Mais après, on n'a pas parlé, mais le discours d'Adrian Brody qui a battu le record du plus long discours, mais pour dire absolument rien. Franchement, merci aussi, quoi. Franchement, c'est. Voilà. Mais les discours, tu sais, on dit ouais, c'est chiant qu'il coupe avec la musique, mais en fait, il coupe. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il coupe avec la musique les discours, en fait, des plus bas prix, entre gros guillemets. Oui, c'est ça. Au bout de 45 secondes, ils sont coupés, alors que les acteurs, ils ont 3 minutes et tout pour dire des trucs. Enfin, des fois, voilà. Enfin, c'est assez chiant, quoi. Et sinon, La Zone d'intérêt, qui gagne meilleur film international au César, 2 ans en retard, quoi. Mais... c'est vrai que ça fait le film est sorti il y a 2 ans à Cannes, donc là, c'est vrai que, bon. Mais après, bon, écoute, il peut le regagner l'année prochaine, moi, ça me dérange pas. Pour le coup, il mérite quand même, ce film. Bon, on va passer à quelque chose d'autre, de radicalement différent. Disney et Kathleen Kennedy, on a un demi mea culpa à faire parce que en fait ça dément ce qu'on a dit, mais pas trop au final, pas trop, ça dément à moitié. Ouais, effectivement, Kathleen Kennedy a pris la parole, hein, sur le coup, parce que voilà, il y avait ce qu'on a sorti, les articles qui étaient sortis, donc elle allait se retirer. Eh bien non, elle ne se retire pas, voilà, mais elle cherche quand même une succession pour un nouveau leader à Lucasfilm. Voilà, elle dit qu'ils feront sûrement des annonces quelques mois ou une année avant, mais elle sera toujours, elle a l'intention d'être toujours autour de cette personne, voilà, pour qu'elle ait du succès. Donc Kathleen Kennedy, elle s'arrêtera jamais vraiment sur le coup, c'est juste qu'elle sera, elle va prendre un successeur, mais elle sera avec lui, quoi. Ouais, en fait c'est ça, c'est qu'en fait même si elle cherche un successeur et même si quand son successeur prendra la suite, elle restera impliquée. C'est juste qu'elle aura pas le même poste, je pense, ou quoi, mais c'est vrai qu'elle a dit elle mourra sur des films, ouais. Voilà, c'est ça, c'est son truc, et elle a fait ça toute sa vie, on comprend. Mais du coup, toutes les rumeurs de dire John Favreau, c'était pas John Favreau, c'était Dave Filoni et tout ça pour reprendre et tout, bon voilà, ça tombe un peu à l'eau, même si bon, ça se trouve dans quelques années on aura un successeur. Mais du coup voilà, Kathleen Kennedy reste. Est-ce que c'est pour le mieux, est-ce que c'est pour le moins bon? Écoute, pour moi Star Wars est déjà pas bien. De toute façon, ça va pas changer grand-chose. Mais elle a donné quand même beaucoup d'infos sur les films Star Wars à suivre. Enfin, en tout cas d'infos de statut, parce qu'en fait il y a je sais pas combien de films Star Wars en développement qui ont pas été annulés, mais qui sont entre développantes on sait pas trop, c'est très bizarre. Parce que là, je crois qu'il y en a une dizaine, hein, je crois il y a genre 10 projets, un truc comme ça, si j'abuse. Mais en tout cas, il y en a plus le compte, tellement il y a de projets qui ont été annoncés, qui ont jamais été annulés, mais voilà, on sait pas trop où ça en est. Le Star Wars de Sean Levy, Kathleen Kennedy, elle a vraiment confirmé que ce serait le prochain film à sortir après Mandalorian et Grogu, donc il avance bien, apparemment, le film de Sean Levy, donc Sean Levy qui a fait récemment Deadpool et Wolverine, et que ça se passerait 5 ou 6 ans après The Rise of Skywalker, donc ça serait vraiment la suite de Rise of Skywalker, donc avec Daisy Ridley, mais qui s'appelle Rey aussi dans les films, je sais pas pourquoi j'ai fait une fusion de ces noms. Mais qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Celui-là, c'est celui, on avait parlé avec les médias nous disent qu'il y aura Ryan Gosling. Je savais plus. Mais oui, c'est celui avec Ryan Gosling en perso principal. J'ai entendu aussi, je crois que c'est Daniel RPK qui a dit ce serait un film avec cherche un jeune acteur, ce serait un film Jedi et son Padawan, quoi, en gros. Pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas, Sean Levy, il a eu des succès là dernièrement, donc je comprends pourquoi ils le prennent. Après, est-ce que ça sera bien? Je sais pas trop. Mais après, comme c'est un mec qui prend pas trop de risques, peut-être que ça pourrait être bien pour Star Wars, pour relancer un peu le truc, quoi. Mais en fait, j'ai confondu. En fait, je pensais que c'était le film avec Rey, mais pas du tout. Non, en fait, pas du tout. Mais c'est juste que, en fait, tellement il y a de projets que je les confonds entre eux et tout. Mais c'est lequel le film avec Rey? C'est qui le réalise? On n'a pas de réalisateur. Si, c'est une réalisatrice qui s'appelle Omaïd Borshinoy. Enfin, je sais plus. Oui, bon, enfin bref. En tout cas, c'est dans le développement de elle, parce que, enfin, en gros, ça a été réécrit tout ça. Mais là, du coup, c'est un autre truc avec Ryan Gosling. C'est vrai que j'avais complètement zappé, mais maintenant que tu m'as dit tout m'est revenu. Pourquoi pas? Moi, juste Sean Levy, je n'accepte pas, quoi. Enfin, je sais qu'il y a eu des succès avec Deadpool et Wolverine, du coup, ils le reprennent, mais il va pas sauver la saga Star Wars, je vous le dis, moi. Je vous ferai bien, moi. Ah, je sais pas, je crois pas trop non plus. Enfin, en tout cas, c'est pas le projet qui me donne envie, hein, clairement pas.
Et là, on a un autre projet qui nous donne encore moins envie. Oui, alors ça, c'était même une trilogie, hein, de ce qu'on a compris. C'est plusieurs films sur le coup. C'est la trilogie de Simon Kinberg, qui ferait une nouvelle saga autour de Star Wars, quoi, là. Et donc, Kathleen Kennedy, on en a parlé, et a dit que, voilà, ben, ça avance et que il est en train d'écrire le script, et qu'on aurait probablement quelque chose autour du mois de juin. Donc, bah, ça a l'air d'avancer pas mal, ce projet-là. Ouais, mais putain, quoi. Simon Kinberg, enfin, désolé. Ouais, les noms, ils donnent pas envie, hein, sur les productions Star Wars en ce moment. Non, mais franchement, Simon Kinberg, alors pour ceux qui savent pas, c'est le producteur de toute la saga X-Men, en fait, qui était, voilà, c'est le pote de celui qui a fait X-Men, je sais plus. Bryan Singer. Bryan Singer, voilà, merci. Et voilà, il a fait le dernier film de la saga X, enfin, un des derniers. Il a réalisé. Voilà, il a réalisé Dark Phoenix, donc voilà, on le remercie pas. Mais voilà, qu'il va faire une trilogie. Bon, je pense qu'il le fera en tant que producteur. Je pense pas qu'il va faire les trois en tant que réal. Mais j'ai pas vraiment, enfin, ça donne pas vraiment envie, quoi, ce mec, en tant que producteur d'une nouvelle trilogie, sachant que voilà, X-Men, enfin, après l'X-Men 2, c'est compliqué, quoi. Surtout en termes de production, quoi, vraiment. C'est-à-dire que tout ça, tout cet univers, comment il est chapeauté, c'est n'importe quoi. Parce qu'encore, il y a des films qu'on sauve et tout, en termes de mise en scène, ou en le prenant en termes de stand-alone, mais en termes d'univers, mais c'est une bordel, quoi, l'univers X-Men. Donc, le voir faire sur un Star Wars, je me dis, mais, enfin, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de voir, quoi, pour le coup. Donc, ouais, non, moi non plus, je suis très mitigé. Simon Kinberg, ça me rassure pas non plus, effectivement. J'ai très, ouais. Ouais, l'avenir de Star Wars, moi je sais pas. je sais pas. Oh, écoute, je sais pas où on va, mais peut-être qu'on va être surpris. Je sais pas où on va. Bah, on ne peut que être surpris. Moi je te le dis, parce que sinon je peux plus être déçu de toute façon par ça. Bon, ce qui concerne l'avenir de Star Wars, Kathleen Kennedy nous dit qu'en fait, en ce moment, ils sont surtout focus sur l'ère du Mandalorian. Voilà, ils disent que les séries et films qui tournent autour du Mandalorian ramèneraient des personnages de la comment on appelle ça chez nous, la postlogie, sur le coup, donc des personnages des 7, 8, 9, quoi, des épisodes 7, 8, 9 qui pourraient apparaître dans les prochains projets autour de l'époque du Mandalorian, quoi. C'est un peu bizarre, puisque en fait, enfin, peut-être je comprends pas les timelines, mais Mandalorian, il y a Luke qui est jeune, qui apparaît, ou je suis fou, peut-être. mais il me semble que Luke est très, voilà, et pas très vieux à ce moment-là. Mandalorian, ça se passe entre le 6 et le 7. Oui, mais du coup, quand ils disent qu'ils ramènent des personnages du séquel, c'est-à-dire que Mandalorian, ça se passe dans un temps où, bah, Luke est encore jeune. Il parle de quel personnage du séquel? Parce que techniquement, les personnages du séquel, enfin, Rey, tout ça, ils sont, enfin, au moment où il y a Mandalorian, ils sont pas, enfin, je pense pas qu'ils sont très, voilà, ils sont pas très vieux, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ou à moins qu'il y ait un gros bond dans le Snoke, temps. tu vois, pourrait mettre Snoke, par exemple. Tu vois. Ouais, bah, je pense que ça avait des persos comme ça, Snoke ou des trucs comme ça, parce que je vois pas, parce que moi, je voyais plutôt les vieux revenir, enfin, certains des vieux revenir en tant que jeunes, de-aging ou je sais pas quoi, parce que, bah, en termes de timeline, je pense pas que ça fit. Kylo Ren et tout serait peut-être compliqué. Bah, Kylo Ren, enfin, Luke, vu qu'on le voit jeune, il a pas encore entraîné Kylo Ren, enfin, il est pas, enfin, le Kylo Ren, je sais même pas s'il est conçu, tu vois, donc c'est assez, après, à voir s'ils font un bond dans le temps et qu'ils font grandir Grogu et tout, je sais pas, hein. Peut-être qu'ils vont faire ça, mais après, enfin, et Pedro Pascal, ils vont quoi? Ils vont le mettre une vieille enfin, après, en même temps, il a un casque sur la tête, donc en vrai, c'est pas dérangeant. Mais bon, pour les personnages genre Ahsoka et trucs comme ça, s'ils veulent tous les réunir, je sais pas comment ils vont Mais je pense, plutôt des persos comme Snoke ou des persos vieux qui sont dans les 7, 8, 9, qui pourraient revenir dans les projets autour de Mandalorian, quoi. Ok. Après les Mandalorian, je sais pas ce que ça va donner au cinéma, on va voir quand ça va sortir Mandalorian et Grogu, mais voilà, on sait que ça va mener en encore un autre film Star Wars qui est prévu pour la réunion du Mandalorianverse chapeauté par Dave Filoni, donc il y en a pas mal. Sinon, on a une update sur un autre film Star Wars qu'on pensait peut-être être fini, annulé, mais peut-être pas. Ben, c'est le projet de Taika Waititi. Bon, apparemment, ça avance pas de fou non plus. Voilà, Kathleen Kennedy, elle attend un script de Taika Waititi. Il lui a montré un genre de premier acte. Elle a dit que ça lui a plu, mais en gros, il est encore en train d'écrire ça, donc ça se trouve, il va jamais l'écrire et voilà, ça va finir à côté, quoi. Parce que je crois qu'il est sur pas mal de projets en même temps, Taika Waititi. Mais bon, me dire un film Star Wars par Taika Waititi, est-ce que j'ai envie de le voir? Non plus. Sur le coup. Bon, après, Taika Waititi, je suis jamais été fan, mais c'est vrai que le dernier Thor, voilà, ça refroidit tout le monde. C'est vrai que son dernier film aussi, là, il était pas foufou, donc voilà, il est pas sur une bonne passe, mais bon, est-ce que entre Simon Kinberg, Sean Levy, c'est peut-être celui que je préfère, mais
Ouais. Mais bon, voilà, est-ce que j'ai envie de voir un film Star Wars de Taika Waititi? Je suis pas sûr non plus, quoi. Donc bon, c'est pas ce qui m'attire le plus personnellement, quoi. Je pense qu'ils se sont dit, ouais, Thor Ragnarok, tout ça se passe dans l'espace, on va faire un Star Wars. Ouais, bon, je sais pas si c'est une bonne idée, écoute. Ouais, clairement pas. Et on a aussi des nouvelles celui de James Mangold, voilà, qui s'appelle Dawn of the Jedi. Lui, il est toujours en développement et elle dit que il travaille sur le script et que c'est repoussé à cause de, sur le coup, avec la saison des awards, parce qu'il y avait le film sur Bob Dylan, Complaint on No, sur le coup. Et donc, en vrai, là, je sais pas, parce que je pense qu'il va devoir choisir James Mangold en soit il fait Swamp Thing, soit il fait le film Star Wars. Je sais pas s'il va devoir choisir, mais je pense qu'il y en a un qui va être delayed forcément, en fait, par rapport à ça. Après, en fait, moi je préférais Swamp Thing parce que je t'avoue que je préfère DC à Star Wars, donc voilà, je préfère qu'il fasse Swamp Thing. Mais après, en termes de calendrier, c'est vrai que en fait dans le DCU, j'ai l'impression qu'il y a plein de projets qui arrivent et tout ça, donc en vrai ça peut attendre, en vrai, Swamp Thing, techniquement, tu vois, et je parle en tant que, voilà, toute mon honnêteté que j'ai, et je préférerais avoir un Dawn of the Jedi au milieu de, parce que là, si c'est delayed encore Dawn of the Jedi, et on se tape des trucs de Simon Kinberg, de Taika Waititi, comme ça, je me dis, bon, est-ce que bon, voilà, il faudrait pas faire venir Dawn of the Jedi plus tôt, mais après, James Mangold, voilà, il doit écrire le script, tout ça, je pense qu'effectivement, avec les awards et tout, ça a reculé, je pense cette année, on aura la réponse, je pense même cet été, sûrement, de ce qu'il fait après, quoi, parce que en plus il a d'autres projets aussi à côté, parce que lui, voilà, c'est un bourreau de travail, James Mangold. Généralement, il enchaîne. J'ai l'impression qu'il alterne blockbuster, film indé, quoi. Bah oui, mais après là, le truc c'est que bon, t'as une offre Star Wars, une offre DC, je pense à gros budget, voilà, il peut se faire, mais c'est juste sur lequel il va s'impliquer. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, lequel il va s'impliquer direct. Et voilà, on verra, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul projet Star Wars en film que j'ai vraiment envie de voir pour le coup, voilà, clairement. Ensuite, on va parler de changement de stratégie de Disney au global. Donc on a parlé ça se fait 1 an qu'on parle du changement de stratégie de Disney. On a parlé de Marvel, on a parlé de Star Wars, mais là on parle de Disney en général, des films d'animation. On a su que... Oui, c'est Walt Disney Animation. C'est ça, et on a Vaiana 2 qui était prévu pour être une série sur Disney+, a changé, est devenu un film, et voilà, on a vu le succès au cinéma, donc ils ont fait 1,1 ou 1,2 milliard. Voilà, c'est un truc de fou. Et la série Tiana qui avait été annoncée il y a un moment déjà, ça fait un gros moment. En 2020. Et voilà, apparemment le studio a abandonné le projet dessus, et ils ont aussi abandonné un long métrage qui était destiné directement à Disney+. Donc on voit très clairement le changement de stratégie qui était amorcé depuis une bonne année, de changer en tout cas la stratégie de focus sur Disney+, de mettre des programmes Disney+, et non, de se focus au cinéma, et de produire évidemment des séries sur Disney+, mais de pas greenlighter, d'enchaîner des projets qui vont coûter je sais pas combien de millions pour les sortir sur Disney+, qui, on va le rappeler, Disney+ n'est pas rentable pour Disney, voilà, en tant que quantité propre, voilà, pour le coup. Et voilà. Et le studio d'animation serait en train de développer un court-métrage spécial, en fait inspiré de La Princesse et la Grenouille, en fait, qui est actuellement en phase de développement. Et bien que les détails du projet restent secrets, en fait, il devrait comporter une toute nouvelle histoire basée sur le film, en gros, de 2009, avec Just Cherick comme réalisatrice scénariste et Steve Anderson comme réalisateur. Et c'est assez bizarre qu'il y ait un focus sur ce film-là. Enfin, assez bizarre, non, parce que c'est pas un film qui a cartonné non plus, voilà, pour le coup. Mais après, il commence à être à court de licences à exploiter. On sait Disney, parce qu'ils ont exploité toutes les licences des années 90 quasiment, et même tous leurs classiques et tout. Là, ils ont tout pompé, les remakes, etc. Donc voilà, ils sont obligés d'aller chercher autre part. En vrai, c'est un peu logique parce que j'ai entendu que dans un parc d'attraction, ils sont en train de faire une attraction, La Princesse et la Grenouille. Soit à travailler à Land par rapport à ça, dans je sais plus où, dans un des parcs Disney. Voilà, donc il y a un délire un peu, ils remettent un peu la licence en avant et ouais, ils voulaient faire une série, mais bon, au final, il y aura qu'un court-métrage, quoi. Sur le coup, ils feront plus de séries d'animation. Là, il y a Win or Lose qui est en train de sortir là sur Disney+, série Pixar. Et pareil, Pixar n'en fera plus non plus. Donc sur le coup, ouais, ils sont en train de tout changer leur stratégie. Oui, c'est ça. Parce que je crois que c'est des trucs qui coûtent cher quand même, qui se coûtent très cher. Bon, malheureusement, c'est lié malheureusement aussi à des licenciements maintenant, donc pour malheureusement des petites mains, encore une fois. Mais voilà, bon, pour le coup, qu'ils changent de stratégie, qu'ils arrêtent de faire des conneries sur Disney+ à 250 millions, bon, c'est pas plus mal, hein, je trouve. Ouais, mais après, ils auraient peut-être pu faire un film avec. Pourquoi ils font ça avec Vaiana, ils font pas ça avec La Princesse et la Grenouille depuis 2020. Je pense qu'ils auraient peut-être. Après, je pense qu'ils sont en mode, on va se focus sur les franchises qui marchent beaucoup. Enfin voilà, Vaiana, c'est quand même le truc le plus vu sur le film d'animation le plus vu sur toutes les plateformes et tout ça. C'était un succès en salle. La Princesse et la Grenouille, c'est un film d'animation qui est sorti
à la fin, enfin dans l'ère Disney des années 2000 où rien ne marchait, et voilà, ça vraiment, c'était la fin de l'ère 2D de Disney et tout ça, donc il est vraiment arrivé au pire moment. Donc bon, est-ce qu'il pourrait faire un truc? Oui, mais bon, je suis pas sûr ils soient en mode ouais, c'est succès assuré quoi pour La Princesse et la Grenouille, quoi. Bon, on va chez Marvel, on a quelques infos, Ista, sur la série qui vient de sortir, Daredevil Born Again. Ouais, on a des infos sur la saison 2 déjà qui va commencer son tournage là, cette semaine. On sait que la saison 2 de Daredevil Born Again comportera 8 épisodes, donc un de moins que la saison 1, puisqu'il y en a 9 de prévus dans la première saison. Voilà, on a un nouveau casting, c'est Matthew Lillard, Sammy dans Scooby-Doo, le film, Stu dans Scream, et puis il était aussi dans Five Nights at Freddy's, il y a 2 ans. Acteur rigolo, qui va être dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Sammy dans Scooby-Doo va être dans Daredevil Born Again. Bon, écoute, pourquoi pas. Après moi, Matthew Lillard, c'est vrai que là, je sais pas, il revient, hein, grâce avec Five Nights at Freddy's et des trucs comme ça, là, il revient pas mal. Ouais, on revient de plus en plus, ouais. C'est ça, ouais. Bah, écoute, pourquoi pas. Après, faut voir le rôle qu'il a. Je pense pas qu'il aura un gros rôle, hein. De toute façon, je pense que, voilà, il aura un petit rôle ou quoi. Et ouais, bah ils sont déjà de toute façon à fond sur Daredevil Born Again, et là ils ont annoncé un truc assez spécial des acteurs qui reviennent. Donc bon. Oui, et bien en fait c'est Brad Winderbaum qui pendant une interview de presse pour la saison 1 là, sur le coup, il a parlé un peu de la saison 2, il a dit je vais pas vous spoiler, mais Eldon Henson et Deborah Hannwell, donc Karen et Foggy, seront de retour dans la saison 2 de Daredevil Born Again, et c'est très étonnant. Bah c'est très étonnant. Moi j'ai pas encore vu les épisodes parce qu'alors on enregistre, ils viennent de sortir. Mais je sais pas si c'est du spoil ou pas, mais je sens que Foggy, du coup le personnage de Foggy en tout cas, va potentiellement disparaître. Voilà, c'est des grosses rumeurs et de toute façon des grosses prédictions qu'on a sur la série. Et je pense que ça se trouve ça arriver l'épisode 1. Et voilà, de toute façon, donc voilà, ça va pas être un spoil. Mais c'est vrai que c'est bizarre qu'ils annoncent ça comme ça. Genre en mode ils vont revenir, enfin c'est très chelou je trouve de dire ça comme ça d'un coup sans aucune raison. Je sais pas pourquoi il dit ça, Brad Winderbaum, pour le coup. Après s'il y a un des personnages qui meurt et qui reviennent, est-ce qu'ils reviennent en tant que fantôme de la force ou je sais pas quoi, tu vois, ou est-ce qu'ils reviennent vraiment, mais auquel cas ils reviennent vraiment. Je trouve ça bizarre de l'annoncer comme ça, banal quoi, genre c'est trop chelou quoi. Exactement, s'ils reviennent vraiment juste c'est bizarre parce qu'il nous a spoilé sur le coup. Bah oui, genre pourquoi tu balances ça comme ça, même si ce serait un secret de Polichinelle je trouve ça bizarre d'annoncer ça banal alors que ça ne même pas commencé, tu vois, c'est chelou. Après dans la saison 3 de Daredevil, il a des visions, Matt il voit son père, il voit Fisk et tout, oui, c'est vrai. Il y a des passages comme ça, mais bon je sais pas, faut voir ce qui se passe à la fin de la saison 1 de Born Again, parce que là moi ça me fait fumer le cerveau un peu. Ça me fait poser des questions sur le coup. Ouais, bah enfin très bizarre en tout cas comme déclaration. Je sais pas si c'est une bonne strat là, mon ami Brad là. Je sais pas ce qu'il est en train de nous couper là. Je sais pas, mais on sait qu'à la base ils voulaient pas les faire revenir, tu sais, la première version de Marvel. Ok, oui. Et après les nouveaux réals, eux, ils voulaient les faire revenir parce qu'ils ont regardé la série, ils ont trouvé super les persos, ils ont voulu les faire revenir. Alors je sais pas, est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de les garder pour les saisons d'après, peut-être. Ouais, bon en tout cas c'est vrai que là il y a beaucoup de questions qui se posent. Après je pense qu'ils ont pris le lead maintenant, tu sais, avec la refonte et tout ça. Donc là je pense que encore sur la saison 1 peut-être qu'il y aura ce truc d'essayer de gérer les visions de ceux qui étaient là avant avec leur propre vision. Et je pense que là, la saison 2, ils auront le tapis rouge pour faire un peu ce qu'ils veulent. C'est ça le truc, c'est ça qu'il faut retenir pour le coup. Bah surtout que tout le monde dit que la presse dit que les meilleurs épisodes sont les 2 derniers, qui sont réalisés par les nouveaux réalisateurs, donc Aaron Moorhead et Justin Benston, je sais plus les noms exactement. Donc ouais, je pense que là par contre ils vont faire une saison complète, ce sera eux qui vont gérer quoi. Ouais, bon après ça nous étonne pas en vrai que ce soit les meilleurs trucs quoi. On va parler de l'animation, donc Marvel Animation. Ils nous ont donné quelques précisions sur les prochaines productions. Eh bien, c'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dont on a fait la critique il y a pas longtemps, qui est dispo, allez l'écouter. Eh bien, la saison 2 va sortir en 2026, et ils disent que le but est de sortir une nouvelle saison chaque année. Et c'est aussi le cas pour X-Men 97, avec la saison 2 qui sortira en 2026, et après, eh bien, on pourrait en avoir aussi une par an à partir de 2026. Donc c'est chouette. Ouais, bah ils ont l'air de miser sur des films, des séries d'animation, mais tu sais en longue période, c'est-à-dire voilà qui s'étendent. Voilà, je pense X-Men 97, je pense que ça va s'étendre au-dessus de la saison 2 et Spider-Man pareil. Voilà. Il y en a après 3 d'annoncés, je crois, sur le coup pour les 2.
C'est ça. Et après, je pense que bon, ils vont développer d'autres séries d'animation, peut-être aussi. Moi, j'attends Spider-Man. Voilà, je vous le dis. Enfin, le Spider-Man de 98, c'est le mec qui est toujours là-dessus. Mais voilà, je pense que voilà, ils vont se préparer à sortir, d'alterner, je pense, chaque année, au moins alterner chaque année une des deux, voire. Enfin, je crois que le but c'est qu'ils sortent une saison chaque année des deux, quoi. Mais bon, on sait que c'est compliqué avec l'animation de sortir chaque année une série, quoi, parce que bah il y a des mecs qui triment, quoi, derrière, et c'est pas si simple. C'est compliqué de maintenir à bonne qualité d'animation chaque année et tout ça demande parfois du temps, mais voilà, je pense que leur but, vu que ça a bien marché, je pense Friendly Neighborhood Spider-Man, là je pense que c'est assez confirmé, et X-Men 97 ça a été aussi un carton. Voilà, je pense que ça va être les séries d'animation, ça va être des Elseworld entre gros guillemets pour Marvel, pour développer d'autres trucs, quoi. Ah oui, clairement, oui. Mais ce qui est bien, c'est que tous les ans on va avoir du contenu, on va avoir des nouvelles saisons, quoi. Ça c'est, il y a de plus en plus ça, puis Daredevil aussi, hein, sur le coup, je pense que c'est ça qu'ils veulent développer sur des longues. Bah après, je pense que c'est ça aussi il y a eu un gros problème ça aussi sur le stratégie Disney+, c'est le genre de entre deux mini-séries ou pas, tu sais. Bah, c'était notre stratégie, c'était des mini-séries plus pour introduire des personnages dans le lore, j'ai l'impression, plus qu'autre chose, quoi. Ouais, bah oui, mais que ce soit Marvel, mais aussi Star Wars, tu vois, les trucs genre Obi-Wan de 6 épisodes, des trucs un peu événementiels et tout, alors, au lieu de faire des vraies séries avec des vrais pilotes, tu sais, voilà, tu vois, qui lancent des vraies sagas, quoi, parce que Game of Thrones, ça s'est pas fait en une journée, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui prennent le temps d'introduire des vraies séries. Mais ça vient de Netflix aussi, hein, de sortir des saisons d'un coup, c'est les plateformes, quoi, hein, sur le coup. Non, mais tu vois, oui, mais Netflix, ils font quand même des séries à plusieurs saisons, tu vois, alors que chez Marvel Disney, il y avait aussi cette stratégie de sortir des séries, des mini-séries, quoi, genre des séries bien sûr. Une série de 8 épisodes, et voilà, quoi, et ça finit, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais il y a clairement un changement de stratégie chez Marvel Studios, chez Star Wars, je sais pas, mais chez Marvel, oui, clairement. Bon, on espère quand même en tout cas chez les séries Star Wars, parce que bon, ça a besoin de direction aussi. Et en parlant de séries, eh bien, on a eu quelques petits détails sur Wonder Man qui va sortir en décembre, et la série aura 8 épisodes, et chaque épisode durera entre 20 et 40 minutes, donc ce sera plus, je pense, une série comique dans le sens comique drôle, un peu à la She-Hulk, avec des trucs pas très longs, quoi, avec des épisodes pas super longs, quoi. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, entre 20 et 40 minutes, ça ressemble à des trucs de sitcom ou des séries humoristiques comme ça, quoi. Donc voilà, après Wonder Man, ça m'a l'air d'être plus petit, et effectivement ça a l'air d'être drôle, parce qu'on a The Weeknd. Et ce serait un Marvel Spotlight aussi, il me semble, j'avais lu. Ok, oui, donc un projet un peu plus dans son monde, quoi. Ouais, c'est ça. The Weeknd, c'est Wonder Man. Donc il y a pas mal de projets qui avancent, et il y a des projets qui avancent moins, malheureusement. Il y a le projet, alors là, franchement, surprise, Blade est encore un petit peu delayed. Franchement, je suis surpris. Je sais pas, t'es surpris, toi, de ça? Non, bah, on s'en doutait un peu de cette news-là. Et je rigole, évidemment qu'on s'en doutait, quoi. Donc toujours, Mahershala qui est prévu depuis 6 ans maintenant, et ben on apprend que ça sortira après Secret Wars, donc Secret Wars qui devrait sortir en 2027, quoi, si tout va bien. Donc potentiellement il sortira en genre 2028, peut-être 2028. Il peut sortir en 2027 aussi, hein. Donc il sortirait, oui, c'est vrai, mais en tout cas il sortirait entre 8 et 10 ans après son annonce, quoi, ce qui est complètement fou, ce film-là. Je pense qu'il est maudit, moi, ce film. Je pense que Blade est maudit. Et j'en parlais à Ista, on en parlait en off. Moi, je pense qu'ils ont du mal avec ce film-là, parce que c'est censé être le premier film R-rated de l'univers Marvel, dans le sens où Deadpool et Wolverine l'est, mais c'est fait par les gens qui ont fait Deadpool. Tu vois ce que je veux dire, c'est les Ryan Reynolds guy, du coup, tu vois, même si Kevin Feige, il a sûrement approuvé des trucs et tout, c'est Ryan Reynolds qui a fait le film, et il avait déjà fait ce film-là avec Deadpool et Deadpool 2, quoi, tu vois. Alors que là, Blade, c'est l'écurie Marvel, donc l'écurie Kevin Feige, qui se met à faire un film plus bas budget, apparemment, enfin, peut-être les choses ont changé, mais à l'époque, c'était un film qui devait coûter 100 millions, rated R, donc peut-être avec une approche plus mature et tout, et je pense que, comme Marvel a créé une formule, voilà, qu'ils ont appliquée très sagement pendant des années et des années. Là, c'est vrai que l'appliquer à un truc rated R plus mature avec moins de budget, peut-être que c'est pas forcément un truc qu'ils ont l'habitude, et c'est peut-être aussi pour ça, enfin c'est une spéculation que je fais, parce que je suis pas en inter de chez Disney, je suis pas dans les réunions. Ouais, on aimerait bien, hein. J'aimerais bien avoir le salaire des gens qui vont à ces réunions là aussi, chaque fois. Mais voilà, tu vois, je pense qu'il y a aussi ce truc de ils sont confrontés peut-être à un truc qui change radicalement de ce qu'ils ont fait, et donc forcément peut-être que l'écriture est plus compliquée, quoi. Ouais, aussi, puis je pense que maintenant ils veulent nous hyper pour les 2 prochains Avengers là, donc ils sont focus plus là-dessus. Mais Brennan Underwood me dit qu'ils sont aussi très focus sur le
film X-Men qui arrive, ce serait peut-être plutôt la priorité que Blade, quoi. C'est vrai, mais c'est un peu... ouais, je sais pas où ils vont le placer, parce que s'ils font le film X-Men, je le verrai plus après Secret Wars aussi, genre juste après, mais bon, ça peut-être que ça arrivera plus tôt que prévu. Écoute, pourquoi pas. Ouais, il y a une date en tout cas à remplir en novembre, il me semble, de l'année prochaine. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de faire le film X-Men le plus vite possible et d'exploiter cette licence, quoi. Je le sens. Comme ils ont lancé les 4 Fantastiques, derrière, ils vont lancer les X-Men. C'est ça, les films d'équipe et tout, et voilà. ils veulent balancer. Mais il y a un autre film qui peut-être est développé, bon, à prendre avec des grosses pincettes, mais c'est Vin Diesel qui tease potentiellement le développement d'un film Groot. Voilà, Groot, le personnage des Gardiens de la Galaxie, l'arbre. Et apparemment, il dit que Disney voudrait... Alors, Planète X, donc Planète X, j'imagine que c'est un truc dans les comics. J'imagine, c'est ça? Je sais pas, moi j'ai tapé Planète X, j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelait comme ça en 1950. Donc je me suis demandé si c'était pas ça, parce qu'il a dit Disney veut leur Planète X, donc je supposais que c'était un film, moi, sur le coup. Ok. Mais du coup, un film Groot, est-ce que ça te tenterait, toi? En vrai, moi j'y crois pas trop. En tout cas pas pour le cinéma. J'y crois pas pour le cinéma parce que je me dis là ils ont eu énormément de problèmes, ils essayent de relancer des grosses franchises et tout pour relancer un peu la hype. Ça pour moi c'est un projet Disney+, c'est un special comme le Punisher quoi, mais sur route. Ouais, je suis d'accord. Après, j'y vois pas Marvel dépenser de l'argent dans un truc parce que Groot, ça veut dire effets spéciaux, je pense, en plus dans l'espace et tout, donc de l'argent. Dans un film où c'est un mec qui dit I am Groot pendant 2 heures, enfin je dis ça, mais ça se trouve en fait ils vont pas respecter cette règle et ils vont juste le faire parler et voilà, on va être dans sa psyché ou je sais pas quoi. Mais en termes d'intérêt, je sais pas, moi le Groot je le trouvais sympa dans Les Gardiens. Pour le coup, c'est un film d'équipe, c'est comme Star-Lord, un film Star-Lord tout seul, je sais pas si j'ai vu, enfin tu vois, est-ce que ça va marcher, je sais pas, tu vois. Donc bon là pareil, un film Groot, je suis pas sûr. Après un special Groot, écoute, pourquoi pas, des petits specials, voilà, des trucs comme ça, pourquoi pas. Ouais, moi je vois plus un truc comme ça parce que je vois pas où ce film-là fait un carton quoi. Sur le coup, ça me paraît un peu compliqué. J'y crois pas non plus du tout. Ouais. Ensuite, on va du côté de Warner. La chasse de Gollum qui avait été annoncée il y a un moment déjà, fait par Andy Serkis avec potentiellement le retour de Viggo et de Viggo Mortensen, donc qui joue Aragorn, et de Ian McKellen aussi. De Ian McKellen, voilà, j'ai oublié son nom. Et pour Gandalf, voilà, ça va pas du tout, on est fatigué. Ce serait delayed d'1 an et ça sortirait du coup pour le décembre 2027. Et écoute, je pense que c'est pour le mieux parce que je pense qu'ils se sont dit entre la date de tournage, faire les effets spéciaux, parce que ça parle de, si c'est la chasse de Gollum, c'est Gollum en effets spéciaux. Le temps de fignoler tout ça, je pense qu'il va bien falloir un bon moment parce que là ils sont toujours pas rentrés en tournage ou quoi, et même je sais pas si c'est prêt de rentrer en tournage, mais si ça rentre en tournage deuxième partie de l'année, le temps de faire les effets spéciaux, tout ça, de finir le tournage, effectivement faut le delay, je pense, le film, parce que ça va être très compliqué de sortir ça fin 2026 quoi, pour le coup. Donc voilà, pour moi c'est pas signe de quelque chose de mauvais, et puis voilà, le temps de fignoler le truc, vaut mieux pas se précipiter parce que ce serait le pire truc pour un film comme ça où on sait pas trop à quoi s'attendre, et donc voilà. Ouais, surtout qu'ils essayent de relancer la franchise du Seigneur des Anneaux, donc peut-être que faut le faire sérieusement quoi, en tout cas. Donc oui, le fait de le repousser d'1 an n'est pas si déconnant. Ouais. On reste chez Warner, mais cette fois chez DC, avec la série Lanterns, on a eu des noms des réalisateurs qui vont réaliser les épisodes de la série Lanterns. Alors on a Alec Sakharov qui a travaillé sur Les Sopranos et sur Game of Thrones, Keta Vasant Patel qui a travaillé sur House of the Dragon et sur Ahsoka. On a James Howes qui a travaillé sur Slow Horses, et on a Stephen Williams qui a travaillé sur Watchmen, donc la série, et Lost. Donc c'est beaucoup des gens qui viennent de HBO Max, qui ont déjà travaillé chez eux, enfin de HBO en général, voilà, avec les Sopranos, House of the Dragon et Watchmen. Juste une personne, James Howes, voilà, qui a travaillé pour Apple sur le coup, mais en tout cas ça a l'air de rester en famille un peu, je dirais. Oui, après c'est ce que HBO fait, ils se recyclent les réals et tout, et de toute façon, enfin je suis désolé, mais Disney fait pareil, Oui, Disney fait pareil, mais surtout HBO, je trouve qu'ils ont, enfin c'est solide quoi, en général, quand même les réals, voilà, c'est voilà, on n'a pas un mec créatif et tout derrière, mais bon, pour le coup c'est quand même des réals assez solides, je pense. Slow Horses apparemment c'est pas mal du tout, donc je connais pas, mais apparemment c'est pas trop mal. Donc oui, voilà, après la qualité moyenne HBO, je suis en globalement, même les séries un peu moins bonnes ou quoi, ça reste à peu près quali, donc voilà, je pense que c'est dans cette mouvance là, et je pense que ça va être en termes de réal plutôt quali aussi, voilà, pour le coup, et voilà, on a hâte de toute façon donc de Lanterns pour l'année prochaine. Hâte, on a eu la première photo, voilà, mais ils avaient juste une bague et une petite veste et ils se baladent, mais voilà. Ouais, mais nous on veut la photo en costume, voilà, c'est pour l'instant c'est pas, voilà, c'est une petite photo, mais c'est pas, voilà, ça va. Direction les plateformes, et on avait parlé de James Bond l'année dernière et de la tumulte qu'il y avait eu avec la semaine dernière. Oui, la semaine, j'avais dit quoi?
T'as dit l'année dernière. Oui, bon. Je suis décalé. Mais voilà, on avait parlé de Barbara Broccoli qui se séparait des droits d'Amazon, et on a aussi appris que c'était une rumeur d'il y a longtemps, mais c'était qu'une rumeur, et Christopher Nolan était vraiment intéressé pour réaliser un film James Bond, en fait, après avoir fait Tenet à l'époque. Mais apparemment, vu qu'il aurait pas eu le final cut, en fait, donc il aurait pas eu sa place dans la salle de montage, et il a dit non, du coup je vais pas faire de film James Bond avec vous, Amazon, laissez-moi tranquille. Et c'est fou de dire que même Christopher Nolan, il a pas le droit. Certains lui disent non, t'as pas le droit d'être dans la salle de montage d'avoir le final cut, c'est quand même fou. Je sais même pas si c'était à cette époque-là, si ça avait été encore acheté par Amazon, MGM, je suis pas sûr. Je sais pas, mais en tout cas, les gens lui ont, enfin, les producteurs lui ont dit non, clairement pas, t'auras pas le final cut, quoi. Ouais, mais c'est Barbara Broccoli, hein, sur le coup, c'est qui, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même ultra, maintenant ils ont plus sur le coup, ils ont laissé les doigts à Amazon, mais ils étaient quand même ultra, protecteurs sur la franchise, hein. Après, je sais pas si c'est elle qui a dit ça, hein, tu vois, parce que c'est eux qui avaient les mains mises sur la franchise, mais on sait pas si c'est des producteurs, donc des financiers, du film qui lui ont dit non, ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est assez, on sait pas qui lui a dit ça, donc je vais pas dire c'est Barbara Broccoli, mais bon, peut-être qu'à l'époque effectivement c'était elle, vu qu'elle est overprotectrice. Mais je trouve ça bizarre parce que quand même Christopher Nolan, c'est celui qui a inspiré quand même pas mal des James Bond quand même des 10 dernières années, et tu te dis mais attends, quand même c'est logique, c'est fou de dire ça au mec qui a inspiré, mais bon voilà, écoute, pourquoi pas. Il a fait Oppenheimer à la place, et ça a été plutôt une réussite, donc écoute, pourquoi pas. C'est vrai que c'est Oppenheimer, hein, il part de Warner, il va chez Universal et tout, et il dit fuck à tout le monde et il cartonne, quoi. Donc bravo à lui. En parlant d'Amazon, on va parler de The Boys. Eh bien, on a du nouveau casting pour The Boys. Jared Padalecki et Misha Collins ont rejoint le casting pour la saison finale de The Boys, et Jensen Ackles lui revient en tant que Soldier Boys. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois acteurs? Et c'est qu'ils étaient dans la même série, c'est la série Supernatural, où le showrunner était Eric Kripke, qui est aussi le showrunner de The Boys, donc il ramène tous ses potes dans sa série. C'est ça, voilà, ils ont ramené un peu toute la team de la série Supernatural. Jeffrey Dean Morgan aussi, il me semble, dans Supernatural aussi. Oui, c'était le père des deux acteurs principaux, donc qui était dans la saison 4. Voilà, bon, pour un rôle pas très si important, décevant, on s'en souvient, voilà, mais voilà, pour le coup voilà, ils se réunissent en team, et voilà, ça va être un peu le endgame de The Boys, avec tout plein d'acteurs et tout, et je pense que ça va faire plaisir aux fans de Supernatural. Mais voilà, moi j'ai un peu hâte quand même de voir la fin de The Boys, quand même. Je sens quand même qu'ils nous préparent une bonne fin, même si voilà, la dernière saison, et en ce qui me concerne, les dernières saisons ont été un peu, voilà, c'était pas la folie non plus. Là, je pense qu'ils peuvent finir sur une bonne note quand même, cette série-là, et je le sens bien, moi. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Moi, j'étais déçu par la 4, mais je pense que le final sera pas mal. Ouais, j'ai assez hâte de le voir. Et puis Soldier Boy était très drôle dans la saison 3. C'était un des points forts de la saison 3. Donc je suis pressé de le revoir. DreamWorks qui nous ont fait une petite annonce, ils nous ont sorti un teaser, et on a appris quoi? Que Zendaya a été castée dans le rôle de la fille de Shrek dans Shrek 5, film qui va sortir le 23 décembre 2026, et on nous sort déjà un trailer en février 2025. C'est très étonnant. Ouais, et surtout que c'est pas un trailer qui a fait l'unanimité, on peut le dire. C'est ça. Pour le coup. Les designs ont fait beaucoup parler. Voilà, il y a même, je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo du parc, un parc Universal où t'as l'âne et tout, et puis il se fout de la gueule un peu du trailer. Il dit ouais, je suis trop moche dedans et tout. T'as pas vu? Ok, waouh. Nice, quoi. Ouais. Voilà, t'es chaud pour Shrek 5? Moi j'ai vu les designs, et c'est vrai que je sais pas je ne connais pas, j'ai aucune connaissance technique en animation, enfin très peu, je dirais. Et du coup là, c'est vrai qu'il y a eu un redesign, j'ai l'impression, des Shrek et tout. Bon, il y a eu évidemment la technologie qui a avancé, et le dernier Shrek il date de 2010, hein, quand même, faut le dire. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ont redesigné un peu les personnages, savoir Shrek, Fiona aussi, surtout Fiona, et etc. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils font plus lisse, bizarrement. Je sais pas. Je sais pas si après c'est un teaser d'un film qui sortira dans 2 ans, sur un truc, bon, ça se trouve ça va changer, mais ils ont pas l'air d'avoir pris la direction du Chapeauté 2, qui me semble être la direction logique pour moi, d'aller vers ça, puisque Chapeauté 2, ça a vraiment, il y a une succès critique qui était assez fou, pour le coup, et vraiment tout le monde était d'accord pour dire que il y avait une ambition esthétique qui était super, quoi, et même c'était hyper maîtrisé et tout, et de revenir à un truc 3D, moi ça me fait penser à de l'IA, je suis désolé, mais horrible de dire ça, alors que c'est trop, il y a des gens qui ont parlé de ça, mais les designs font penser à l'IA, c'est horrible. Et après j'ai vu les réals et tout ça, bon, il y a eu un réal de Shrek 2 là qui est revenu, mais après le reste c'est un mec, parce qu'ils sont 3, il y a un mec qui a travaillé sur les trolls,
et un autre qui a travaillé sur les Mignons 1 et les Mignons 2, quoi. Enfin, je sais pas, mais moi, je le sens pas du tout, quoi, ce Shrek 5, pour le coup, et ça va cartonner, je pense, ça va cartonner. Voilà, il y a Zendaya, en plus, voilà, qui est au casting, voilà, Zendaya, la grosse star. Mais, enfin, je pense que ça va pas être bien du tout. Mais bon, de toute façon, Shrek, c'est pas bien depuis la fin du 2. Donc, de toute façon. Ouais, bah, moi, déjà, j'allais dire, le 3, moi, j'avais pas aimé à l'époque, j'avais vraiment pas aimé celui avec Merlin, là. Oui, le 3. Et j'ai jamais regardé le 4 à cause de ça, et le 4, j'ai pas souvenir qu'il y avait des retours super sur le film. Non, les deux derniers sont pas bons, 3 et 4 c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est chiant comme beau possible, quoi. Mais moi, j'aimais plutôt bien Shrek 1 et 2 sans que moi je dise que ce soit, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent c'est des chefs-d'œuvre, moi je trouve pas que c'est des chefs-d'œuvre. Mais c'est vrai que bon, je l'ai trouvé très drôle, enfin, je les trouve toujours très drôles pour le coup, donc voilà, mais bon, je sais pas, puisque là, ils vont être dans un truc méta. Shrek, ça a toujours été un truc un peu méta, de faire beaucoup de références, mais dans un univers hollywoodien qui fait que ça, je sais pas s'ils vont réussir à avoir un truc neuf. Que ça, ou maintenant on a les réseaux sociaux, les machins, voilà, ils voient des mèmes de lui dans le miroir. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça va être si intéressant? Je suis pas sûr. Ouais, ça fait peur un peu. Et bon, montrer des clins d'œil et des trucs de trucs qui a été fait il y a je sais pas combien de temps. Bon, voilà. Hollywood qui se regarde le nombril, voilà, clairement, quoi. En parlant de ça, Hollywood qui se regarde. En parlant d'Hollywood qui se regarde le nombril et qui regarde tout le temps à l'arrière, pardon. Scream 7, voilà, on a annoncé le casting avec tous les tueurs qui revenaient pour un rôle, Sidney qui revenait, Courtney Cox qui revenait, certains acteurs qu'on pensait qu'ils revenaient pas, qui étaient dans Scream 5 et 6 qui reviennent. Et ben là, c'est David Arquette qui revient. Alors David Arquette, spoiler, mais il meurt dans Scream 5. Voilà. Donc là, il revient en fantôme de la force, encore une fois. Voilà. J'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour faire oublier les polémiques autour du film. Tu diras que ma théorie est vraie. Je veux pas qu'elle soit vraie, donc non. Je veux pas ça. Mais en tout cas, ils vont faire ramener tout, mais les personnages qui ont joué dans la saga Scream en fantôme, ou de toute façon, que ce soit des fantômes ou dans un univers alternatif ou je sais pas quoi, ça sent mauvais. Vraiment. Ça sent mauvais dans tous les cas, quoi. C'est vraiment la pire idée, mais le truc nostalgique, insupportable de Scream. Scream qui est une saga qui arrêtait pas de commenter le cinéma d'horreur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, ce truc-là. Mais en tout cas, qui avait quelque chose à dire sur le cinéma d'horreur à chaque fois. Avec Scream 5 et 6, ils avaient plus rien à dire. Et là, j'ai l'impression qu'ils vont devenir un truc lambda de franchise à, s'auto-centrer, quoi. Et je pense que ça va être horrible, quoi. Bon, moi, dans l'idée, ils veulent faire un commentaire sur le multivers. C'est les gros films qui ont cartonné dernièrement, c'est les multivers. Mais attends, ça qui parle des commentaires. sequels. Scream, c'est des commentaires sur le cinéma d'horreur. Là, je sais pas ce qu'ils sont en train Ah oui, de non, mais faire, c'est fini, ça. C'est fini depuis le 5, ça. Dans le 5, ils te parlent des Legacy sequels, c'est pas que les films d'horreur. Mais même dans le 6, ils essayent, c'est juste que je trouve que c'est raté, mais ils avaient rien à dire. Mais ça parle du cinéma d'horreur. Ils vont parler de quoi? d'Hollywood et du multivers ou je sais pas quoi. Moi, je pense que, de toute façon, pas du tout. Ils vont pas du tout parler du multivers. De toute façon, je pense juste qu'ils vont faire un délire nostalgique. Ah non, mais même si c'est un truc multivers, je pense qu'il y aura aucun commentaire dessus. Genre, oui, non, mais ça, ok. Non, ça, on est d'accord, oui. Je pense que ça non, va juste je dis pas que ce sera intelligent, hein, j'ai pas dit ça. Ah bah, de toute façon, c'est pas intelligent depuis bien longtemps. Mais je pense que ça va juste être un délire nostalgique, voilà. Et on va prendre tous notre chose de nostalgie, mais je pense que, ouais, je pense que ça va pas être bien, voilà. Et voilà, j'espère que c'est la dernière fois que je parle de Scream 7 dans les news, parce que, à moins qu'ils annoncent, je sais pas qu'ils peuvent annoncer d'autres. Là, ils ont la tueuse de Emma Roberts. Ah putain, ouais, là, tu m'as saoulé, là. Là, c'est vraiment, il manque les fonds de tiroir. Enfin bref, voilà, c'est fini pour les news de la semaine. On va passer à la chronique box-office, voilà. Et dans la chronique box-office, il y a Blanche-Neige, qu'on a un nouveau tracking. On avait parlé des trackings il y a un peu plus d'un mois. Et ce serait un tracking de 53 millions pour le box-office domestique, donc aux États-Unis. Ça, c'est décrit comme un box-office week-end solide, voilà. Moi, je serais un peu plus mitigé. Bon, c'est plus solide que le Roi Lion, mais le Roi Lion de Mufasa, il a eu un maintien au box-office qui était assez fou, assez folle plutôt, si on est français. Là, je sais pas du tout si Blanche-Neige aura le même sort, c'est-à-dire un maintien aussi fort, voilà. Après, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à pire, enfin certains s'attendaient beaucoup à pire, mais je sais pas si c'est vraiment solide pour le coup, hein. Je sais pas s'il va réussir à tenir. Dans l'article je crois que c'était Hollywood Reporter, il disait qu'eux, ils trouvaient ça plutôt solide dans l'idée, voilà. Parce que je crois qu'il a pas vraiment de concurrence en face, etc. Donc il pourrait tenir. Bah, à sa sortie, mais oui, à sa sortie, après, bien sûr. Après, il y a des films qui vont venir, hein. Parce qu'il y a Minecraft, genre 2 semaines après, quoi. Bon, après, ça se trouve, Minecraft va se planter et ça fait de la merde. Oui, on verra. De toute façon, on sait jamais, hein. Parce que Blanche-Neige, c'est quand même aussi, le nom Blanche-Neige est connu, donc ça pourrait prendre aussi, donc
je sais pas. Après, il faut voir avec les polémiques et tout, parce que là, il y a le tour presse et tout, voilà. Bon, on verra comment ça se passe, quoi. On a des petits chiffres sur Captain America Brave New World, sur le coup, qui vient de dépasser les 340 millions au mondial, avec un budget de 180 millions. Bon, bah, c'est pas fou, hein, sur le coup. C'est pas fou. Ouais, c'est pas la folie. Je sais pas si... Je pense qu'il va dépasser les 400. Maintenant, voilà, je pense que ça ira pas plus haut. Bon voilà, on verra s'il a eu 180 millions de budget. Bon, c'est pas la catastrophe non plus, mais c'est pas très rentable non plus, quoi. Donc ouais, ça commence pas très bien, mais voilà, on l'a déjà dit. Et voilà, Ista. On a fini. Et voilà, c'est fini pour cette semaine et on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, c'est toujours bien pour le référencement, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Blue Sky, sur X Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Et voilà, et puis voilà, abonnez-vous à toutes les plateformes d'écoute. On est disponible partout, Acast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer. Voilà, on est partout Acast et on se retrouve très bientôt pour parler de la critique de la semaine qui sera sur Mickey 17, Ista. Exactement. Allez, ciao.